Maintenant, la donne a changé. La donne a changé dans le sens où il y a la volonté du Hamas de ne pas arriver à cet accord. Donc, il n'y a plus le choix pour Israël de rentrer fortement contre le Hamas, de rentrer fortement dans la bande de Gaza. Une victoire militaire au Moyen-Orient se fait par une victoire territoriale. Or, pour le moment, la victoire territoriale n'existe pas, elle n'est pas encore au rendez-vous. Et tant qu'elle n'aura pas lieu, on ne pourra pas considérer ça comme une victoire pour Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert sécuritaire, ancien officier des unités d'élite de l'armée israélienne. Avec vous, je voudrais d'abord que l'on fasse le point sur... on va commencer par un point sécuritaire pour comprendre. Est-ce que les opérations de pénétration de l'armée israélienne à l'intérieur des localités du centre de la bande de Gaza, je parle de Dir el-Balar, de Nuseirat, des camps et des localités qui n'ont pas été, on va dire, explorés par l'armée israélienne quasiment depuis le début de la guerre, parce qu'on craint qu'il y ait des otages dans cette région. Est-ce que les opérations se poursuivent et quel est l'objectif, on va dire, de l'armée dans cette partie de la bande de Gaza? Écoutez, Daniel, oui, ces opérations continuent à l'heure où l'on parle dans le sud et dans le centre de la bande de Gaza, du côté de Deir el-Balar. D'ailleurs, malheureusement, il y a eu un tankiste, un soldat venant des blindés qui a été blessé ce matin. Elle continue parce que justement, il y a eu des zones qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas été frappées, qui n'ont pas été explorées par les forces de Tsahal. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, il y avait énormément de suspicions de la présence d'otages dans ces zones-là. Et donc, les informations le renseignement faisait que ces zones-là avaient été beaucoup moins touchées. Le but de continuer ces opérations dans ces zones-là, justement, est de mettre une pression supplémentaire sur ce qui reste des forces des terroristes du Hamas, de démanteler aussi certaines bases du Hamas qui sont encore là-bas, parce que il faut comprendre que compte tenu de ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza et des destructions qui ont eu lieu sur les bases, sur les structures des terroristes du Hamas, beaucoup de terroristes se sont rapatriés, je dirais, entre guillemets, sur le centre et sur le sud du pays. Et donc, la volonté pour le moment de Tsahal, c'est tant qu'il n'y a pas d'accord, de continuer cette pression pour justement avoir une main sur l'ensemble du territoire, enfin, là pratiquement pour arriver où c'est à ces 80-85% de présence sur le territoire, et concrètement peut-être mettre pression aussi sur la question des otages. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est un double objectif, à la fois, on va dire, nettoyer les nids de terroristes dans cette région et à la fois donc essayer de faire pression sur le Hamas. On voit pas véritablement que le Hamas est en train de mettre un genou à terre, hein. C'est assez étonnant. Non. Le Hamas ne met pas un genou à terre. Le Hamas, pour ce qu'il en reste, en tout cas, essaye de continuer d'exister complètement à Gaza. Écoutez, je doute concrètement d'ailleurs qu'ils veuillent libérer ces otages. Parce que tout simplement, c'est leur dernière carte et ils ont aucun intérêt, entre guillemets, à vouloir libérer les otages. Et ils feront tout pour les maintenir le plus longtemps possible, quel que soit le type de négociation. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des négociations qui se font au niveau du Qatar, et je doute qu'il y ait un accord, même si cette nuit il y aurait eu plus ou moins des points positifs qui seraient sortis. Mais concrètement, je doute qu'ils le veuillent, puisque si demain ils rendaient ces otages, dans le fond, le Hamas ne vaudrait plus rien, entre guillemets, dans la bande de Gaza. Avec aussi un autre paramètre, c'est qu'il y a aussi une révolte et une très grande colère de la population gazaouite vis-à-vis du Hamas, qui a très faim. Alors justement, on va reparler de la famine, on va parler de l'aide humanitaire, mais je veux revenir, vous qui avez une formation militaire, une expérience militaire importante, à la situation dans laquelle on se trouve actuellement aujourd'hui, en sachant qu'il y a une vingtaine d'otages qui sont vivants quelque part dans la bande de Gaza. Est-ce que vous iriez vers un accord avec le Hamas qui ferait perdre
clairement, hein, on va dire à Israël, tous ses atouts militaires, c'est-à-dire on reviendrait à plusieurs mois en arrière, c'est-à-dire ça serait obligé de se redéployer quasiment le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, si on peut parler comme ça? Est-ce que sur le plan militaire, c'est envisageable de faire, même en échange de la libération de quelques otages, pas tous les otages, et vous dites en même temps que ce n'est même pas sûr que le Hamas acceptera. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ces atouts militaires conquis à la sueur et au sang des soldats depuis plusieurs mois? Écoutez, si on en arrivait là, ça voudrait dire tout ça pour ça. Et oui. Et ça serait une défaite parce que ce serait considéré comme une victoire, en tout cas, pour le Hamas, et c'est pour l'ensemble du djihad mondial qui, dans le fond, pourrait prendre exemple sur ce qui s'est passé le 7 octobre et qui pourrait réitérer ce type d'opération sur d'autres frontières avec Israël. Et donc, Israël, pour le moment, n'a aucun intérêt de jouer ce jeu-là. Israël doit rester fort, Israël doit rester très fort aussi dans sa négociation. Comme je l'ai dit, je doute que le Hamas veuille concrètement rendre les otages, parce que si demain elle devait rendre les otages, cela veut dire concrètement qu'ils auraient perdu la face. Et n'oublions pas, nous sommes au Moyen-Orient avec aussi un état d'esprit du Moyen-Orient, et il y a aussi cette notion, entre guillemets, d'honneur, qui n'en est pas un, mais toujours est-il de ne pas vouloir se retirer, de ne pas vouloir se rendre, de ne pas vouloir rendre ce que l'on a pris. Et donc, je l'ai toujours dit, une victoire militaire au Moyen-Orient se fait par une victoire territoriale. Or, pour le moment, la victoire territoriale n'existe pas, elle n'est pas encore au rendez-vous. Et tant qu'elle n'aura pas lieu, on ne pourra pas considérer ça comme une victoire pour Israël. Non, une victoire territoriale, Stéphane, ça veut dire conquérir l'intégralité de la bande de Gaza, on est d'accord. Oui, on est d'accord, j'ai pas peur de le dire. Je pense que pour le moment, on n'a pas trop le choix parce que je ne vois pas qui pourrait gérer cette bande à part nous. On peut pas laisser ça à l'autorité palestinienne qui est complètement corrompue. On peut pas laisser ça au Hamas, que les choses soient claires. Que les pays signataires des accords d'Abraham veuillent gérer, pour l'instant, je doute qu'ils le veuillent. Qu'on donne ça à des clans. Tout ça serait peut-être bien à court terme, mais à moyen terme, j'en vois pas l'issue parce qu'on serait vers des clans mafieux. Donc il n'y a que Israël qui pourrait gérer concrètement. Ça c'est réaliste. Et ça c'est réaliste, Stéphane, d'envisager c'est-à-dire que Tsahal gère. Alors on parle 2 millions de civils gazaouis. On voit que la situation sécuritaire, la situation humanitaire, elle est difficile, hein, de dire même si on ne veut pas se faire on va dire le bras avancé de la propagande du Hamas, on peut comprendre que cette situation elle soit difficile. Est-ce que c'est réaliste d'envisager que Israël contrôle l'intégralité de la bande de Gaza, gère à la fois, on va dire, la restauration de la bande de Gaza, gère un minimum d'infrastructures alimentaires ou d'aide médicale, par exemple, pour les Gazaouis? C'est réaliste à court et à moyen terme. Après, il faudra trouver une autre solution, que les choses soient claires. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas trop le choix pour des raisons de sécurité. Parce qu'on a la question aussi de sécuriser le territoire israélien. Or, pour le moment, si demain on acceptait ce type d'accord, et d'abord, d'après ce que je peux comprendre, il faudrait qu'on se retire de différents corridors. Du corridor Netzarim, du corridor Morag. Et même Philadelphie. Cela va mettre en difficulté la sécurité d'Israël. Et ça veut dire remettre en danger les populations du sud d'Israël. Or, là-dessus... Impossible. Avoir fait tout ça depuis le 7 octobre, je dirais, pour arriver à ce résultat... Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas acceptable. En tant qu'Israélien, et pas seulement en tant qu'expert sécuritaire, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Hamas, et c'est clair, tout le monde le dit, hein, se durcit au fur et à mesure qu'il voit les pressions de la part de la population en Israël sur l'échelon politique pour parvenir à un accord, de dire les manifestations, les pressions de toutes sortes, les familles d'otages. Est-ce
est-ce qu'aujourd'hui, on va dire même tactiquement, il ne serait pas plus raisonnable pour les mouvements qui ont, depuis le début de la guerre, œuvré pour la libération des otages, peut-être de se taire aujourd'hui et de dire nous voulons absolument que que nos enfants reviennent, mais aujourd'hui nous donnons la priorité à l'échelon militaire, ne serait-ce que pour que le Hamas considère que cette carte, elle est moins importante qu'on ne le dit. Écoutez, Daniel, j'essaie de me mettre à la place d'une famille d'otages, dont l'enfant, dont le mari est là-bas depuis pratiquement 2 ans, et je peux comprendre franchement cette attitude, cette façon de voir les choses, cette empathie aussi, et cette volonté d'avoir arrivé à un accord le plus rapidement possible. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait signer un accord, et j'étais de ceux qui souhaitaient qu'il y ait un accord, mais que dans la suite de cet accord, il y ait une opération massive de Tsahal qui puisse éradiquer complètement le Hamas sur la bande de Gaza. Or, il s'avère que on ne va pas dans cette voie-là. Or, et il s'avère aussi que le Hamas, comme vous l'avez dit, voit dans les divisions israéliennes une sorte de faiblesse et donc joue là-dessus en voulant se renforcer, en tout cas en voulant montrer ses muscles. Sachant quand même qu'il y a 2 directions au Hamas. Il y a la direction du Hamas à Gaza et il y a la direction politique qui se retrouve à Doha, qui se trouve à l'étranger à Doha. Et souvent d'ailleurs, les 2 ne parlent pas la même langue, le même langage. Et quelquefois, c'est délibéré aussi pour justement ne pas arriver à un accord. Maintenant, la donne a changé. La donne a changé dans le sens où il y a la volonté du Hamas de ne pas arriver à cet accord. Donc, il n'y a plus le choix pour Israël de rentrer fortement contre le Hamas, de rentrer fortement dans la bande de Gaza. Et oui, je pense que les familles d'otages, ceux qui, en tout cas, qui souhaitent qu'on arrive à un accord le plus rapidement possible, ce que je peux comprendre, puissent donner aujourd'hui la priorité à l'action militaire pour justement mettre une pression encore plus forte sur l'organisation terroriste. Est-ce qu'il y a sur le plan militaire des leviers de pression dont dispose Israël? Par exemple, je pose la question, on parle de la direction du Hamas à Doha, qui serait, elle, plus réfractaire à un accord que celle qui est à l'intérieur des tunnels. Hein. C'est ce que l'on disait hier dans le Israël Hayom, de sources sûres. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Israël, en dépit des relations qu'il entretient avec le Qatar, eh bien, pourrait par exemple, faire ce qu'il a fait avec Ismaël Haniyeh à Téhéran, eh bien, c'est-à-dire éliminer une partie de cette direction politique qui est en train d'empêcher la conclusion d'un accord? Je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux, oui. Mais toujours est-il, je pense que Israël ferait bien de revenir à des éliminations ciblées vers des dirigeants du Hamas, où qu'ils soient dans le monde, afin de remettre une pression sur cette organisation terroriste. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, je voudrais maintenant votre appréciation sur un autre front. Hein, c'est le second front qui préoccupe, on va dire, l'État d'Israël aujourd'hui. C'est le front syrien. On voit les druzes israéliens plutôt d'abord inquiets de la situation de leurs frères en Syrie, mais on voit aussi la colère de leur part par rapport à Israël, qui soit reproché de ne pas avoir agi suffisamment rapidement. Quelle doit être la position d'Israël aujourd'hui sur le terrain, concrètement, se maintenir dans cette fameuse zone de sécurité qui a été conquise au lendemain de la chute de Bachar Assad, et surtout ne pas faire confiance à El-Jolani, ou alors essayer de négocier une sorte d'accord avec El-Jolani qui permettrait de protéger, avec une garantie de protection pour la communauté druze syrienne? J'allais dire les deux. De toute façon, Israël, pour le moment, n'a aucun intérêt de se retirer de la bande de sécurité qu'elle a créée sur le territoire syrien. C'est-à-dire que c'est une bande de sécurité qui est à peu près sur 15 kilomètres dans le territoire syrien, avec 9 points d'ancrage sur le territoire syrien. Et pour la protection simplement du nord d'Israël, les forces de Tsahal sont, dans le fond,
non pas dans l'obligation, mais ils ont tout intérêt à y rester. Alors c'est vrai que la négociation, dans le fond, n'a jamais été rompue avec Al-Joulani, même au moment où il y avait ces bombardements du côté syrien. Et pourquoi ces discussions ont toujours existé? Parce que dans le fond, il y a aussi une pression américaine, une pression aussi turque pour arriver à un accord. Les Américains veulent à tout prix que la Syrie puisse rentrer dans ce qu'on appelle les accords d'Abraham, et ça serait un intérêt pour la Syrie, mais ça serait aussi un intérêt pour Israël, puisque dans le fond, on aurait un état tampon entre l'Iran et le Liban, et ça pousserait aussi le Liban, peut-être, en tout cas, à s'aligner sur la Syrie et enfin en terminer avec une autre structure terroriste qui s'appelle le Hezbollah. Toujours est-il qu'Israël a besoin aussi et a tout intérêt à, je dirais, continuer à aider la population druze, que cela soit en Syrie, mais surtout aussi être en phase avec la population druze du côté israélien. C'est vrai qu'il y a énormément de reproches de la population druze israélienne, mais parallèlement, il faut savoir qu'il y a énormément de druzes du côté israélien qui ont fait une demande de citoyenneté israélienne, comme il n'y en a pas eu depuis de longues et longues années. Oui, ce sont les Druzes, c'est intéressant, ça il faut le souligner, parce que ce sont les Druzes du Golan qui, jusqu'à il y a quelques années, restaient loyaux envers le régime de Bachar el-Assad, mais qui, on va dire, au cours des dernières années, surtout, bien entendu, depuis la chute du régime, s'identifient de plus en plus avec l'État d'Israël. C'est Israël. Donc, on a tout intérêt de jouer ce jeu. Maintenant, c'est vrai que derrière tout ça, il y a aussi une pression internationale, mais vous savez, si vous me permettez, je voudrais faire une petite parenthèse avec un lien avec ce qui se passe avec Gaza, Daniel, si vous me permettez. Oui, oui. Il y a une avocate internationale qui s'appelle Amal Clooney, qui est la femme de cet acteur très connu, What Else, qui est avocate en charge des questions des droits de l'homme, qui a plaidé à la CPI, à la Cour internationale pénale contre Israël, en accusant Yoav Gallant, à l'époque ministre de la Défense, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Cette femme, Amal Clooney, son père est d'origine druze syrien. Ah, pardon. Druze syrien. Et donc, je me suis permis de rechercher si elle avait aussi mis en place une action en justice contre ce qui se passait en Syrie concernant les Druzes du côté de la Syrie. Or, je n'ai rien vu. Donc, on voit très bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Et c'est vrai que, dans le fond, quand ce n'est pas les Juifs, quand ce n'est pas Israël, ce n'est pas vendeur. Toujours est-il que, pour revenir à la question syrienne, Israël, pour le moment, a tout intérêt à maintenir ses positions sur le côté syrien, aussi pour d'autres raisons. Il faut savoir que la Syrie, c'est une fraction d'ethnies multiples, avec aussi des mouvements djihadistes mondiaux qui sont présents sur le territoire. Et certains mouvements djihadistes mondiaux ont aussi certaines envies, et dont celle de réitérer, dans le fond, un 7 octobre du côté du nord d'Israël, du côté de la frontière entre Israël et la Syrie, d'où la présence israélienne, en tout cas, et le maintien de la présence israélienne à la frontière entre la Syrie et Israël sur le territoire syrien. Eh bien, Stéphane Goldin, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos appréciations de cette situation sécuritaire, au moins sur ces deux fronts importants dans lesquels le Tsahal travaille, continue à œuvrer, Gaza et la Syrie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Stéphane. À bientôt. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à tous les auditeurs de Quel État.